Bonjour et bienvenue à cette 12e capsule sur la santé et la vie de famille. Et aujourd'hui nous allons traiter la deuxième partie de la grossesse. Nous avons vu lors de la première partie combien cette première partie est à la fois un enjeu qui est sur le plan spirituel par le niveau d'accueil de cet enfant, notre capacité à accueillir la grossesse, l'estime, la considération, la conception physique, mais aussi la conception psychique, spirituelle que nous nous faisons du fait de devenir parents, d'accueillir un enfant. Et nous avons cette première partie spirituelle qui va très vite devenir très physique, avec ces fameuses nausées, cette nidation qui va faire faire à notre corps un véritable saut quantique et nous amener dans un état d'être totalement différent. Et donc ces 2 premiers mois de la grossesse, cette première partie de la grossesse est à la fois très physique et très spirituelle, et elle nous met dans cet état de nider, elle nous met dans cet état de devenir parent, mère, père, et elle va devenir la capacité d'être le témoin de la vie qui se loge au sein du corps et qui en prend possession pour pouvoir s'y épanouir. C'est donc un moment particulièrement prenant sur ces 2 niveaux-là. D'abord sur le plan spirituel, car le niveau d'accueil et de la conception que l'on se fait d'un enfant, conception que l'on se fait de l'amour, la conception que l'on se fait de l'autre, cette capacité d'accueil, tous ces éléments-là sont les éléments particulièrement les plus spirituels dans la vie. Et en même temps, nous avons tout ce changement hormonal, cet orage hormonal quand on voit les pics de poussée hormonale qui se passe dans le corps. C'est littéralement un saut quantique pour le corps qui va passer d'un corps, je dirais, ordinaire, normal, à un corps qui nide, à un corps qui devient mère. Donc voilà, donc nous avons cet enjeu-là qui est quand même très 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 important à considérer avant d'arriver à cette deuxième phase, cette phase de la vie, du début de la vie fœtale. Après les 2 mois de vie embryonnaire, on commence la vie fœtale. Et ce début de vie fœtale, il y a quelque chose de tout à fait extraordinaire, c'est que c'est la mise en place, le développement, la naissance des sens, de nos fameux 5 sens et autres sens, puisque l'on sait maintenant que l'on a de nombreux autres sens que les 5 sens, enfin quelques-uns qui ont déjà été identifiés comme la proprioception et bien d'autres. Donc ce moment de la vie de la deuxième, disons à partir du 3e mois de grossesse, nous avons la mise en place graduelle des sens, et ces sens vont se développer de la partie, je dirais, la plus tactile, les récepteurs sensoriels, le contact avec la prise de conscience du contact avec l'utérus de sa maman, avec les liquides, qui vont être suivis c'est finalement cette partie-là est là dès le début, mais ces sens tactiles s'animent en premier. Ils vont être suivis par la mise en place des sens du goût et de l'odorat qui vont se développer très, très précocement. Et à ce sujet, il y a quelque chose de très important, c'est que l'on sait que l'enfant va savourer, va sentir, va savourer, même si on est en milieu liquide, il y a une perception des récepteurs olfactifs par le liquide qui rentre dans la voie par les narines, mais surtout gustatif, bien sûr, c'est le plus important, mais disons que déjà les récepteurs olfactifs vont se forger par ce passage dans les narines du liquide amniotique. Et bien sûr, de cette fameuse, de tout ce qui est gustatif. Voilà. Bienvenue en haut de notre petite pyramide dans l'Aude, en France encore. Et voilà, donc nous avons cet enjeu qui est très important, puisque
On sait maintenant que l'enfant peut prendre une certaine quantité de liquide amniotique, plus ou moins, en fonction de la saveur de ce liquide amniotique. Alors, on revient encore à ces fameux cocktails d'hormones. Quand la maman vit des états heureux, positifs, inspirés, son liquide amniotique, elle sécrète davantage d'oxytocine. Et l'oxytocine, on s'en souvient, génère une sensation sucrée. Donc l'oxytocine donne au liquide amniotique une saveur beaucoup plus sucrée, plus suave. Et l'enfant, bien sûr, va se mettre en boire 2 fois, 3 fois plus parfois. Et donc en remplir tout son être, on pourrait dire, d'une manière comme un enfant en fait qui prend du bonbon, on pourrait dire. Et c'est très important parce que l'absorption du liquide amniotique va développer la constitution de tout son système digestif, au niveau buccal, au niveau de l'œsophage, de l'estomac, et tous les organes digestifs vont se mettre en place pour pouvoir digérer déjà ce premier A. Quelle est la qualité de la nourriture que je vais rencontrer sur cette planète? Est-ce que c'est de la douceur, de la tendresse, ou est-ce que ça va être de l'amertume? Car en effet, quand on pense au liquide, quand on pense en fait aux hormones du stress, les catécholamines en général, elles vont générer de l'amertume. Et cette amertume fait que le bébé peut aller jusqu'à consommer jusqu'à 4 à 5 fois moins de liquide amniotique. Littéralement, pratiquement sans passer, puisque bien sûr il se développe par le cordon ombilical. Donc le liquide amniotique paraît secondaire, mais en fait il n'est pas du tout secondaire. Il est en rapport avec notre monde extérieur, il est notre premier contact avec le monde extérieur. On mange les émotions de sa mère. Et donc, notre mère, qui est notre environnement, se souvient de l'épigénétique, les 5 facteurs de l'épigénétique. Comment notre mère mange? Quelle qualité de nourriture elle mange? Comment notre mère bouge? Est-ce qu'elle est heureuse dans son corps? Elle se sent bien dans son corps? Est-ce que son corps est un endroit de joie? Est-ce que notre mère, comment notre mère gère ses stress dans la vie? Et enfin, comment notre mère atteint ses idéaux, vit la vie de ses rêves? Est-ce qu'elle vit quelque chose qui la fait vibrer, qui la met dans des états de bien-être, de bonheur ou pas? Et le 5e élément, comment notre mère interagit avec son environnement, avec notre père, avec sa famille, avec toutes ses amis et l'environnement qui l'entoure, le monde qui l'entoure. Donc tout ce côté-là sont ces fameux 5 facteurs épigénétiques. Comment donc notre mère y réagit? C'est tellement important parce que ça va déterminer cette fameuse qualité de ce liquide amniotique. Et si ce liquide amniotique est agressif pour l'enfant, il va s'y fermer. Mais de la même manière, plus tard, cet enfant risque de se fermer plus naturellement au monde qui l'entoure. Et alors que s'il est suave, l'enfant va s'ouvrir. Il va s'ouvrir, mais à la recherche de quoi? À la recherche de ce qui est suave dans la vie, de ce qui est savoureux, de ce qui est sucré. Pas dans le sens d'être capricieux, pas du tout, au contraire. Parce qu'il va plutôt aller chercher tout ce qui a de la valeur. Tout ce qu'il voudrait avoir 2 fois, 3 fois, 4 fois plus. Donc dans les êtres, même dans des situations compliquées et difficiles, il va avoir tendance à aller rechercher qu'est-ce qui est le plus heureux, qu'est-ce qui est le plus beau dans l'autre. Donc ce fameux liquide amniotique, il est vraiment, vraiment important. Il met en place des éléments capitaux pour le développement de sa psyché, de sa personnalité dans l'avenir. Alors, donc, voilà, alors tout ça en fait pour vous introduire cette deuxième partie de la grossesse. Cette deuxième partie de la grossesse est littéralement reliée à cet état relationnel. Comment nous allons pouvoir rentrer en relation avec le monde, cet état affectif, mais aussi ce monde de l'âme. Autant on a vu dans la première partie qu'on va voir la mise en place de la relation, pas de la relation, mais je dirais l'empreinte physique, en étant en contact pendant le développement de notre vie embryonnaire, c'est toute notre structure la plus profonde, la plus physique, la plus tangible qui se met en place, la plus matérielle, la trame de notre être. Ce tissu conjonctif qui va se développer d'une manière ou d'une autre, et donc il est en relation avec cette capacité de nider de notre mère. Comment est-ce qu'elle nous accueille dans le plan physique et dans le plan spirituel? Ça, c'est vraiment fondamental et ça va avoir un impact dans notre vie, particulièrement sur la fin de la vie.
En effet, on se rend compte que, de manière clinique, qu'il y a des liens entre les moments de la grossesse, le début, le milieu et la fin de la grossesse et la vie de la personne, mais de manière inverse. C'est-à-dire que la fin de la grossesse, le début de la grossesse par contre, va correspondre plutôt à la fin de la vie. Alors tout ça, ce sont des observations cliniques qui de plus en plus émergent de divers praticiens. J'en ai fait moi-même dans ma pratique l'expérience fréquemment. Comment la personne a été accueillie, comment il va pouvoir être accueilli dans l'autre monde et dans la fin de sa vie, et rentrer en contact avec la partie, le moment la plus spirituelle, de quelle qualité va être finalement la retraite de cette personne-là, le contact avec ce monde plus de l'esprit, ce monde où on se dépouille de tout et on est plus dans l'essentiel. Ça, j'ai pu, en suivant depuis plus de 25 ans des grossesses et des enfants, mais surtout aussi des parents, et en les interrogeant sur les conditions de leur conception et du début de la grossesse, me rendre compte d'une similitude très importante. Mais bien avant moi, bien sûr, des observateurs, des philosophes, comme Abraham Mikhaël Ivanov, on avait déjà parlé, et plus antérieur à lui, à d'autres penseurs qui avaient déjà noté ces choses-là. Bien sûr, la vie est là, et de nombreuses personnes qui s'occupent de l'humain ont pu faire des liens entre les moments de la grossesse et les moments de la vie, pour ceux qui étaient conscients de cette importance-là. Bien avant, on avait ce monde des astrologues qui avaient déjà vu des similitudes entre des cycles planétaires puisque au niveau des astrologues, l'idée était de comprendre, de faire une analogie entre les cycles de vie, les cycles par rapport aux cycles planétaires, aux cycles de l'univers. Donc c'était leur langage à eux, c'était nos premiers psychologues. Avant d'avoir des psychologues, nous avions les astrologues qui observaient l'humain et qui essayaient de comprendre son tempérament, son caractère, comment est-ce qu'il pouvait évoluer dans la vie. Et ça a été les premiers dans l'Antiquité à parler de ces points-là, de liens entre des cycles de l'évolution du corps humain. Comment est-ce qu'il suit certaines, pour eux c'est codé en forme de planètes, ces planètes sont reliées à des psychés, mais aussi sont reliées à des âges. On a des planètes très jeunes comme Mercure, des planètes plus âgées comme Saturne. Donc dans leur langage à eux, ils avaient déjà identifié ce rapport-là. On le retrouve aussi en médecine chinoise, dans les textes anciens, ce lien entre la grossesse et ce parallèle opposé, pas opposé, mais en miroir, on pourrait dire, entre la grossesse et la vie de l'individu. Donc c'est comme un 8 avec un petit côté la grossesse et un grand côté qui est la vie. Et donc ce 8 se reflète l'un dans l'autre, ou comme le miroir on pourrait dire quand on se regarde dans un lac, on a ou un arbre dans un lac, on a le début qui est la fin et la fin qui est le début. Donc ce début de grossesse est vraiment important parce qu'il correspond donc à la fin de vie. Disons que la troisième partie de la vie. Par contre, la deuxième partie de la grossesse, elle, va correspondre à la vie en général, la vie adulte. Donc comment est-ce qu'on va s'engager dans le monde, comment est-ce qu'on va œuvrer pour le monde, comment est-ce qu'on va entrer en relation avec les autres. Et on le voit, le thème général de cette deuxième partie de grossesse, c'est la relation. La relation, on le voit tout de suite par le liquide amniotique, lié en fait au développement des organes d'essence. Donc bien important comment ces organes vont pouvoir se développer, et ils vont se développer par les stimuli, comme tout ce qui existe en neurologie. La mise en place de notre système de compréhension du monde, de comment nous le percevons, dépend des capteurs que nous avons. Et ces capteurs, on sait qu'ils ont une plasticité, ils sont malléables. Et donc, s'ils sont soumis à ils sont adaptables. S'ils sont soumis à certains impacts, un capteur qui est trop écrasé finit par amoindrir sa sensibilité pour pouvoir supporter le choc qu'il reçoit. Que ce soit un choc auditif, un choc visuel, un choc mécanique, etc. Donc, lui va essentiellement répondre aux stimuli qu'il reçoit. Donc, bien sûr que quand un enfant est dans le ventre d'une maman très heureuse, qui vit des belles émotions, qui a des temps de bonheur très importants, et bien sûr, ces capteurs relationnels vont être déjà branchés pour aller chercher dans l'autre
la partie la plus heureuse, puisqu'il va être réceptif, il va pouvoir concevoir que dans l'autre il y a du bon, que dans l'environnement il y a du bon. Et étant donné que c'est cette vie relationnelle, c'est la relation bien sûr à soi-même avant tout, mais c'est aussi la relation bien sûr à l'autre, à la nature. Comment allons-nous chercher, quelle joie allons-nous chercher dans cette nature-là? Et c'est pour ça que j'aime vous faire ces vidéocapsules dans la nature, dans les endroits que je trouve les plus magnifiques, pour pouvoir comprendre, pour déjà vous sensibiliser à cette beauté naturelle qui nous entoure. Alors, je reprends la vidéo dans le mode normal. Pardonnez-moi, au petit matin, mon cerveau est un peu embrumé. J'espère que ça fonctionnera au montage. Donc ces capteurs sensoriels, comme on l'a vu, ils vont se développer en fonction de l'environnement. Qu'est-ce qu'on reçoit de cet environnement? Comment est-ce qu'on s'y expose? Alors, l'enjeu donc de cette deuxième partie de la grossesse est véritablement relié à cette épigénétique dans sa partie particulièrement la plus relationnelle. Relation à soi, donc gestion, en fait en réalité les 5 facteurs sont si forts. Donc cette nourriture, je les rappelle encore parce qu'ils prennent du temps à intégrer dans notre vie quotidienne, la qualité de la nourriture, mais c'est aussi tout l'environnement chimique dans lequel on est en rapport, la qualité des tissus que l'on porte sur soi, une exposition à l'air, à l'eau, le contact avec la nature. Tout ça sont des éléments physiques, chimiques qui vont influencer donc le développement des capteurs chez notre enfant. D'être en contact avec la mer, avec les arbres, d'aller dans les parcs, de se promener dans des endroits inspirants, vont avoir un impact et physique et chimique. Littéralement, là, le soleil à l'heure actuelle est en train d'avoir un impact des meilleurs sur ma peau, particulièrement parce que c'est le soleil du matin, c'est le plus riche, le plus santé pour mon corps. Bien sûr, ça va être la même chose pour le corps de mon enfant et comment ces capteurs sensoriels se développent. Au niveau de la peau, on l'a vu, c'est le premier capteur à se développer. Au niveau de l'olfaction du goût, on va le voir bien sûr avec la nourriture que je mange, mais aussi toutes les odeurs, l'odeur des pins, l'odeur de la terre, l'odeur de l'air marin, l'odeur de la montagne. Donc de prendre les huiles essentielles éventuellement si vous êtes en ville, ça va être important d'aller chercher ces choses-là de manière très concrète, très physique. De la même manière, mes capteurs auditifs au 4e mois de grossesse vont se développer et donc je vais commencer à écouter mon environnement, même si on sait bien sûr que la peau l'entend, écoute. La peau transmet le son, on le sait par les personnes qui sont sourdes, ils écoutent par leur peau. Donc dès le début de la grossesse, tout l'environnement sonore auquel je suis exposé est très important. Il pulse mon corps et traduit d'une manière tactile la sonorité. L'onde sonore se traduit en tactile dans le corps. Et donc tout l'environnement sonore auquel je vais être exposé est très important pour mon enfant. Est-ce que je suis dans un environnement mélodique, symphonique, harmonique, ou est-ce que je suis dans un environnement qui est brutal, qui est agressif de manière sonore pour moi-même et pour mon corps? On sait donc ces femmes enceintes qui sont maintenant refusées dans des concerts rock parce que une fois sur deux ou si ce n'est pas plus, en fait elles sont sorties du concert parce que le bébé donne tellement de choc dans le ventre qu'en fait elles le supportent mal, à moins peut-être d'avoir été entraînées depuis très longtemps, mais même pour des femmes entraînées à ces musiques très rythmées, très violentes, souvent leur bébé ne supporte pas ces choses-là. Il les rappelle à l'ordre que c'est pas santé pour lui ou pour elle. Donc voilà, l'environnement sonore est quelque chose de très important à prendre en compte. Et le dernier sens qui va se développer bien sûr en fin de grossesse, qui est le sens de la vision, se développe en réalité dès le début. Parce que on l'a déjà vu dans le principe même de la santé, tout est codé sous forme de lumière dans le corps. La transmission de l'information se fait sous une forme électromagnétique, sous une forme de radiation, de vibration. Et donc, même si l'enfant n'a pas encore sa vision développée comme en fin de grossesse, il y a quand même déjà toute une perception de l'environnement lumineux qui l'entoure.
Et à ce titre, c'est important que les femmes enceintes prennent l'habitude de porter des vêtements clairs, des vêtements qui laissent passer la lumière. La mode de l'amincissement fait que la plupart des femmes enceintes sont habillées de noir pour cacher leur forme. Et là encore, c'est une problématique de société. Au lieu de valoriser la beauté de ces rondeurs qui s'épanouissent chez la femme et qui lui permettent aussi d'être identifiée comme enceinte et donc d'avoir un traitement plus délicat, plus amoureux, plus tendre, plus respectueux d'elle, bien sûr la mode maintenant est à l'amincissement et cacher les choses. Et bon, c'est quelque chose d'important à passer à travers, ne serait-ce que pour le bien-être de son enfant et lui permettre de recevoir des ondes lumineuses, idéalement en choisissant des couleurs qui sont dans les spectres de l'arc-en-ciel, des rouges francs, des oranges très beaux, des jaunes purs, des verts émeraudes, des bleus. En tout cas, prenez donc les couleurs qui vous plaisent, bien sûr, qui vous mettent le plus en joie avant tout, parce que votre émotionnel lié à la perception de vous-même est plus important encore. Mais si vous pouvez choisir des couleurs lumineuses et qui transmettent des couleurs qui sont plus chatoyantes et plus proches du spectre de la lumière, on se rapproche de quelque chose de plus santé pour l'enfant. Alors enfin, donc, maintenant qu'on a vu cet aspect plutôt mécanique, physique, chimique, je pourrais dire l'élément qui est le plus physique du relationnel, nous avons cette relation à nous-mêmes à gérer. D'abord sur le plan du mouvement. Donc là, c'est important pour la femme enceinte de marcher. Si la femme enceinte pouvait marcher tous les jours, marcher une demi-heure, marcher 1 heure, le début de ce milieu de grossesse est en général tout à fait favorable à ça. Et c'est vraiment important d'avoir du mouvement. On dit que les 2 plantes des pieds, c'est nos 2e et 3e cœurs. La plante des pieds pulse et améliore la santé des jambes, la santé circulatoire de tout le corps. Et c'est donc un moment très bon pour pouvoir bien oxygéner et bien transmettre à tous les tissus de votre enfant et de votre corps, bien sûr, les meilleurs nutriments que vous avez collectés et d'envoyer donc voilà, les meilleures choses par la marche. La natation aussi est quelque chose de très riche et de très porteur pour votre enfant, parce que vous êtes en apesanteur et particulièrement en fin de grossesse, c'est quelque chose qui pourrait être une pratique une des mieux adaptées. Voilà, donc ces 2 activités sont simples, sont souvent les moins onéreuses à pratiquer. Bien sûr, il peut y avoir toutes sortes d'autres activités sportives, éviter les chocs, éviter les grandes frayeurs, éviter les choses qui sont trop stressantes. En notant le sport, qu'est-ce qu'il fait? Il génère de l'oxytocine, ce fameux hormone qui nous fait tellement de bien, mais c'est important d'éviter tout impact trop délicat. Alors toujours pareil, on entend toujours « Oh mais la grossesse n'est pas une maladie ». En effet, c'est pas une maladie. Et bien sûr que, surtout pendant la 2e période, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais c'est important de prendre conscience des récepteurs qui se mettent en place et de donner à l'enfant des empreintes qui pour vous-même sont pas de la violence, sont plutôt quelque chose qui vous rende heureuse et qui respecte la physiologie de la grossesse. L'idée de nider, quand on est en nidation, c'est pas le moment où on est le plus prompt à pouvoir faire des marathons, des triathlons et des choses que malheureusement de plus en plus on voit faire et qui prouvent oh oui, ben, la grossesse n'est pas un problème. Mais ensuite après quand on voit ces enfants-là, et j'en ai suivi des enfants de triathlètes, de marathoniennes qui continuent à s'entraîner de manière identique pendant la grossesse, et on se rend compte que tiens, au bout de 5, 6, 7 ans, même des fois bien plus tôt, il y a toutes sortes de problématiques qui sont là et on se rend compte que les récepteurs sensoriels ont été un petit peu taponnés, ils ont été un peu secoués et donc l'enfant doit s'adapter à ces choses-là. Alors bon, bien sûr, hein, plasticité, le grand mot de l'anatomie, de la physiologie humaine, on peut s'adapter à tout, mais voilà, qu'est-ce que l'on voudrait voir pouvoir s'épanouir de manière plus facile chez l'enfant. Donc sans se restreindre, l'idée c'est la modération, c'est de faire quelque chose qui vous rend heureux sans être quelque chose de menaçant ou de surpuissant pour votre corps. Autant sur le plan alimentaire, sur le plan respiratoire, sur le plan vestimentaire, des touches douces, des touches plutôt pastel, des choses qui vous mettent en vie en tout cas. Mais voilà, sur tout niveau, c'est l'idée de cette
je cherche un mot générique, de, de vous mettre dans un état, de respecter cet état de nidation. On nide un enfant et en même temps on peut lui offrir tout ce que l'on expérimente de plus beau dans sa vie, même sur le plan sportif bien entendu, dans la mesure où il y a une certaine forme de modération. Voilà, des exemples on pourra en tirer, j'espère que l'idée est passée pour que vous puissiez être créatrice dans ce monde-là, de ce que vous voulez transmettre à votre enfant de plus heureux. Si on prend ce travail, ce rapport avec nous-mêmes, notre taux de stress, la gestion du stress, là c'est important parce que le stress il est multisource, hein, on est avec une certaine quantité de stress et on réagit du coup au stress de manière différente les uns des autres, mais disons que c'est un moment pendant la grossesse de particulièrement aller chercher des techniques qui vous permettent de gérer le stress. On avait parlé déjà de Ho'oponopono. Il y a des techniques multiples et variées, Vitos, il y a des techniques de méditation, des techniques de relaxation, mais surtout il y a des techniques comme passer des coups de l'eau froide pour directement, quand vous avez un moment de grand stress, quand c'est durant la journée, le soir de mettre les pieds dans l'eau chaude pour diminuer le stress dans votre corps. Parler à votre bébé, dès que vous avez un stress, l'informer qu'il y a un stress et qu'il n'en est pas responsable, de manière à ce qu'il évite d'engrammer en lui ou en elle ce sentiment de culpabilité, parce que quand l'enfant n'est pas au courant pourquoi tout d'un coup il a énormément d'amertume dans le liquide amniotique, pourquoi il ressent des hormones du stress, il pense qu'il a fait une erreur. Tout le vivant fonctionne comme ça. Que ce soit un arbre, un animal, quand il est frappé, il pense qu'il a fait quelque chose pour être frappé. C'est curieux, mais on le retrouve à tout niveau. Même l'eau, quand elle reçoit des messages négatifs, se met tout d'un coup à modifier sa structure comme si elle en était responsable. Et elle en prend la forme. On l'a vu avec les travaux de Masaru Emoto. Donc le vivant est extrêmement réceptif au stress, et quand l'information est passée que le stress ne vient pas de l'enfant, déjà il y a toute une détente qui se fait, et l'enfant n'absorbe pas ce stress, ne l'incarne pas dans son corps, ne le biologise pas. Donc ça c'est pour la gestion du stress. Bien sûr il faudra faire d'autres petites capsules pour en parler plus profondément, car c'est un sujet qui mérite une capsule à lui seul. Et ensuite après on a ce fameux point de trouver des choses qui nous mettent en vie, donc des éléments qui nous mettent en joie, en bonheur, d'avoir finalement un hobby ou une activité dans la journée qui nous permet de transcender toute notre journée. Ça peut être le matin, aller au lever de soleil et méditer, se remplir de lumière, d'amour, de beauté, comme dans des endroits paradisiaques comme ici. Ça peut être de lire des livres qui vous mettent dans une grande joie, des livres qui vous élèvent, des livres qui vous mettent dans un état tout à fait spécial d'élévation de bonheur. Là encore, attention aux romans qui font peur, aux romans difficiles, parce que vous allez avoir des émotions qui sont, dès qu'il y a cet élément trop stressant en vous, même si c'est excitant, pensez à ce que ça va faire à l'enfant. Pensez à quels récepteurs vont devoir se développer l'enfant pour supporter ce genre de choses. Donc c'est toujours important d'aller chercher plutôt des romans qui sont plutôt à l'expansion. Cette deuxième partie de la grossesse, c'est à la fois le travail, la mise en place du cœur de l'enfant, du cœur physique, bien sûr il est en place dès le 18e jour, c'est pas ça, mais vraiment du cœur au plan émotionnel, relationnel, mais aussi de l'expansion de l'âme, la capacité à s'émerveiller, la capacité à rentrer en contact avec le beau de la vie. Donc pensez à ça quand vous pouvez, pour cultiver ces moments qui sont des moments des moments de bien-être, ces fameux hobbies, ces moments pour vous, qui vous mettent dans une joie intense. Donc là, donc je parle des lectures, ça peut être bien sûr des films, là encore, toujours pareil, appliquer ces fameux critères de quel cœur vous voulez voir développer chez votre enfant, quelle âme, quelle capacité relationnelle vous voulez voir. Et les films vont bien sûr vous imprégner et développer ces fameux récepteurs à tout cela dans l'enfant. Encore, qu'est-ce que l'on a d'autre? Après, on a tout le monde culturel, la musique, la rencontre des groupes sociaux, toute la culture dont on se nourrit, les informations. Donc tout ça c'est très riche, ce monde-là, et ces moments où vous avez quelque chose qui vous passionne, ça peut être
je sais pas, la chasse aux papillons, la peinture, la sculpture, tout le monde des arts, c'est le moment vraiment d'avoir un moment dans la journée où vous pratiquez un art. C'est un instrument de musique, le chant prénatal est tellement recommandé de nos jours, on se rend compte de tout ce que ça apporte pour l'enfant. Ce flot d'oxytocine qui est immense et qui permet d'avoir des enfants qui sont d'une capacité à rencontrer l'autre extraordinaire. Donc toutes ces activités ludiques sont très importantes pendant la grossesse. Ils peuvent transformer toute une journée, ils peuvent la transmuter. Une mauvaise journée grâce à un moment ludique extraordinaire peut complètement être transformée et apprendre l'enfant le fameux principe de résilience. Même si on est exposé à un très grand stress, si tout d'un coup on rencontre des amis et on joue dans la rue avec un ballon, même avec des enfants et on a un grand moment de rire, l'immense stress ou peine qu'on a vécu dans toute la journée peut être transmuté. Et donc c'est capital de comprendre que c'est pendant le 2e mois de grossesse que l'on peut le plus mettre en place, grâce à ces moments ludiques, cette capacité à transmuter les choses. On peut le faire aussi quand on apprend des techniques de gestion du stress, que je vous recommande fortement. Mais on peut aussi l'apprendre voilà, avec le ludique, le moment où on s'offre un moment de transformation. Enfin, la partie relationnelle. La partie relationnelle, toute la vie avec le conjoint, et là on rentre dans la grossesse du père. Ce moment, on en a parlé dès le début, ce fameux moment de lune de miel, comme en parle Bruce Lipton, ce fameux moment de retomber amoureux avec sa femme. Et pour les hommes, cette grossesse particulièrement du 2e trimestre, qui est tout dans le relationnel, c'est d'insister sur le dating, comme disent les Anglais, sur de prendre rendez-vous avec sa femme. Tous les jours si c'est possible, ou 2-3 fois par semaine au minimum, de prendre rendez-vous avec sa femme pour un moment avec elle, un moment où on la fait rêver, où on la met dans cet état amoureux qu'on a développé dans les premiers moments de notre rencontre amoureuse, pour justement mettre l'empreinte du plus merveilleux du relationnel. Parce que bien sûr, toute notre vie, on va avoir cette attention à l'autre, cette recherche de l'amour dans le plan amical, dans le plan social, mais particulièrement dans le plan amoureux avec un conjoint, une conjointe. Et ces moments d'empreinte que va pouvoir faire le père avec la mère enceinte de cet enfant vont être les premiers A intérieurs de ce que l'enfant va percevoir du relationnel. Est-ce que le relationnel est une source de conflit, ou est-ce qu'il est une source de joie, est-ce qu'il est une source de bonheur? Même si plus tard toutes ces hormones de l'amour vont être mises en place là pour l'aider, pour l'amener à rechercher l'amour dans sa vie, il y a déjà des empreintes qui sont, et des capteurs donc de l'amour qui se sont mis en place dans la relation entre son père et sa mère pendant la grossesse. Et pendant le 2e mois de grossesse, qui est ce mois d'interaction avec le monde grâce à tous ces récepteurs sensoriels, et il y a des récepteurs sensoriels à l'amour qui sont là, qui sont présents, et qui sont encore pas définis sur le plan biologique, mais qui ont été mis en place, qui ont été identifiés, comme on se souvient des travaux de Jean-Jacques, de Goldman, pardon, pas Goldman, mais je ne me souviens plus son prénom, sur l'intelligence émotionnelle, et énormément de recherches qui sont faites sur le plan neurologique pour essayer de comprendre comment les récepteurs amoureux sont là. Pourquoi il y a des gens qui sont naturellement en amour avec les autres, qui sont des gens aimants. Pourquoi il y a des gens, quand ils rentrent dans une pièce, qui illuminent la pièce, qui la mettent en reflet, et pas sur le plan physique avec des atouts physiques extraordinaires, juste par leur état d'être. Des gens qui, tout de suite, avec lesquels on a envie d'être amis. Donc tout ça, c'est en rapport avec ces récepteurs. Est-ce qu'on est sensible? Est-ce qu'on appelle cet amour-là? Ou bien est-ce qu'on y est, au contraire, résistant et fermé? Donc c'est important, cette grossesse du père pendant le 2e trimestre. Tout le long de la grossesse est très importante. Mais là particulièrement, on peut jouer un rôle déterminant dans la vie relationnelle amoureuse de notre enfant. Donc ces rendez-vous amoureux sont vraiment à prendre très sérieusement. Ils tissent des liens et des lignes de force formidables pour l'enfant à naître, qui vont lui donner une facilité à socialiser, mais extraordinaire. Et on sait que même le succès dans la vie, la plus grande facilité à avoir du succès dans la vie est dépendant de cette qualité relationnelle.
Les gens qui entrent facilement en relation avec les autres ont toutes les portes ouvertes pour tout. Mais aussi d'entrer en relation avec soi-même, pour ceux qui vont développer davantage une vie intérieure très riche, qui vont être attirés par une vie plus spirituelle, ou tous les artistes qui sont plus seuls face à leur art, mais comment ils rentrent en contact avec la beauté? Comment ils rentrent en contact avec ce monde de l'intensité, cette perception du magique et du sublime dans la nature, dans tout ce qui nous environne? C'est cette capacité à rentrer, à tomber en amour avec le monde qui est autour de nous. Et cette capacité-là est mise en place dans le relationnel, entre l'homme et la femme déjà. En tout cas, elle peut se développer bien sûr, par nous-mêmes. Tout au long de notre vie, on peut avoir des moments très importants dans notre vie où on a totalement inspiré et qui nous amènent à littéralement à développer ces choses-là, même si on n'a pas eu de chance au début de notre vie. Mais bien sûr que si on a développé certains récepteurs à ce moment-là, alors le moment, c'est bien sûr plus facilité et encouragé et stimulé. Et donc cette tendance à être naturellement artiste va être présente chez tous les enfants. Donc voilà, c'est vraiment pour souligner l'enjeu de cette vie amoureuse et relationnelle entre le père et la mère, entre l'homme et la femme pendant la grossesse. Et alors bien sûr la relation aux parents nos propres parents. Et une des phrases que me disait ma belle-mère que j'ai adorée, c'est une belle-mère doit considérer son gendre ou sa belle-fille ou son beau-fils comme son propre enfant. Et même plus encore, car son enfant a déjà reçu tout notre amour et il faut l'aimer comme un nouvel enfant qui arrive dans la famille avec le même enthousiasme, presque comme un nouveau-né qui arrive et le couvrir d'une tendresse spéciale et d'un amour spécial. J'avais trouvé ça bouleversant et elle a pratiqué ça avec moi et j'ai trouvé ça littéralement... ça a traumatisé ma vie dans un bon sens, de se sentir aimé autant comme son propre fils. J'ai trouvé ça quelque chose d'extraordinaire et c'est vrai que elle l'a fait très consciemment et je le recommande à tous les parents par rapport à votre beau-fils ou belle-fille, de pouvoir les intégrer non pas comme ce fameux beau-fils ou belle-fille qui nous crée des problèmes, mais vraiment de l'aimer comme un nouvel enfant, même au détriment presque de vos enfants, parce que cet enfant qui se sent aimé de cette manière-là va le rendre à sa femme ou à son mari, et particulièrement pendant la grossesse. Donc là, on rentre dans cette fameuse épigénétique qui est sociale, qui est déjà parentale, familiale, le rôle des familles autour d'une femme enceinte et d'un couple enceinte. Il est capital. Et particulièrement de couvrir bien sûr son enfant de toute votre tendresse. C'est plus le moment de régler les problèmes de famille, mais mettez-vous en quatre pour que votre fille soit le plus heureuse possible et pour que votre beau-fils soit le plus heureux possible. Donc, ou votre belle-fille si c'est elle qui est enceinte. Donc c'est un moment vraiment important de sacrifier toutes les choses négatives, mais de développer le plus possible cet amour le plus intense possible envers eux, pour que vos petits-enfants puissent être imprégnés des plus belles choses et de santé bien sûr, physique, émotionnelle et mentale et psychique et spirituelle. Donc, et bien sûr, que dire de l'environnement social? Là, le rôle des mairies serait immense à développer. Ça rentrait vraiment dans la politique, mais disons qu'il y aurait effectivement des réglementations à mettre en place pour pouvoir permettre aux femmes enceintes d'avoir accès à toute la beauté, librement, la beauté que tous les parcs. Ici on est à côté de réserve africaine de Sijan. Bon, c'est des animaux qui sont en semi-liberté, enfin, c'est pas forcément les meilleurs endroits, il y a des endroits qui sont magnifiquement faits, mais sans rentrer dans les débats sur les animaux, il y a par contre des parcs, il y a des endroits très simples où les femmes enceintes devraient avoir par règlement un accès gratuit à ces endroits-là et ils sont encouragés de les fréquenter. Les musées, les endroits qui sont des concerts particulièrement de musique harmonique, de musique classique, de musique élevante, d'opéra. Il y a véritablement des choses à mettre en place. Dans le passé, il y en avait davantage et ça c'est vraiment quelque chose à remettre au goût du jour.
l'accès à la beauté, l'accès libre à la beauté pour toutes les femmes enceintes et les couples enceintes, de manière à ce qu'ils soient inspirés pour pouvoir tisser les enfants les plus merveilleux. Quand on comprend maintenant l'impact de la beauté sur le développement physique, psychique et spirituel d'un enfant. Voilà pour cette longue vidéo d'aujourd'hui, sous le soleil levant de cette Catalogne française. Alors, passez une très belle journée et à la prochaine pour la fin de la grossesse.